Écoutez. Mes amis, une histoire qui va vous saisir à la gorge et enflammer vos âmes. Imaginez une femme, Élise, Ndiaye, une PDG noire, une étoile incandescente dans le firmament de la mode, fondatrice de la maison Éclat d'ébène, pénétrant dans sa propre boutique de luxe au cœur du Triangle d'Or à Paris, vêtue d'un simple trench coat kaki, usé aux coutures, et d'un foulard de lin noué avec élégance. Elle n'a ni maquillage clinquant ni bijoux ostentatoires, juste un regard brûlant d'une force contenue. Mais à peine franchit-elle les portes vitrées que Sophie Laurent, la manager arrogante, la toise avec mépris, la traite comme une étrangère, une intruse indigne de fouler ce sanctuaire de l'élégance. En un instant, Élise est humiliée, moquée devant une clientèle médusée, accusée de n'avoir ni le style ni les moyens d'appartenir à ce monde. Si l'injustice fait bouillir votre sang, si l'arrogance vous révolte, frappez ce bouton de like maintenant et criez votre indignation dans les commentaires « Justice pour Élise ». Ensemble, faisons trembler les murs de l'injustice et montrons au monde que la dignité ne se négocie pas. La boutique Éclat d'ébène, nichée dans une ruelle prestigieuse du Triangle d'Or, est un joyau de la haute couture parisienne. Ses vitrines scintillent sous la lumière tamisée des lustres en cristal, projetant des reflets d'or sur des robes de soie fluide et des tailleurs aux lignes impeccables. Chaque pièce exposée, des manteaux de cachemire aux escarpins brodés de perles, semble murmurer une promesse de raffinement, d'exclusivité, d'un rêve que seuls les privilégiés peuvent toucher. Les murs, tendus de velours ivoire, absorbent les bruits de la ville, créant une atmosphère feutrée, presque sacrée, où le cliquetis des talons sur le parquet ciré résonne comme une note dans une symphonie d'élégance. Ce matin-là, l'air est chargé d'une tension subtile, comme si la boutique elle-même retenait son souffle. Les clients, triés sur le volet, flânent entre les portants un couple influent, les Duval, propriétaires d'une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, examinent une veste en cuir d'agneau, une dame âgée, Madame Dubois, fidèle cliente depuis l'ouverture, caresse une étole de soie avec un sourire nostalgique. Un jeune entrepreneur, Monsieur Lefebvre, accompagné de sa fiancée, scrute une robe de soirée en quête du parfait cadeau d'anniversaire. Derrière le comptoir, Aïssa, une jeune vendeuse d'origine malienne, ajuste nerveusement un présentoir, tandis que Marc, le vigile, un colosse au regard doux, observe l'entrée depuis son poste. Et au centre de cet univers, Sophie Laurent, la manager, règne comme une reine autoproclamée. Son tailleur Chanel impeccable et son chignon blond si parfait qu'il semble sculpté dans la pierre. Sophie est l'incarnation de l'élite parisienne née dans le 16e arrondissement, élevée dans des écoles privées où l'on apprend à mépriser tout ce qui ne brille pas. Elle voit la boutique comme son royaume, un espace où seuls les vrais méritent d'entrer. Pour elle, le luxe est un club fermé, réservé à ceux qui portent des noms prestigieux, des sacs Hermès et des montres Patek Philippe. Quand Élise Ndiaye franchit les portes automatiques, son trench coat kaki, légèrement froissé, et ses lunettes discrètes attirent immédiatement le regard acéré de Sophie. Élise, 42 ans, est une femme dont la présence impose le respect, mais pas de manière ostentatoire. Sa peau noire brille sous la lumière douce des lustres. Ses cheveux tressés avec soin tombent en une cascade élégante sur ses épaules, et son foulard de lin, noué avec une simplicité étudiée, évoque une grâce intemporelle. Mais pour Sophie, Élise n'est rien d'autre qu'une anomalie, une tache sur la toile immaculée de sa boutique. Sans un mot de bienvenue, sans un sourire. Sophie s'approche, ses talons claquant comme des coups de fouet sur le parquet. « Madame », commence-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Ceci est une boutique de haute couture. Nos pièces sont réservées à une clientèle spécifique. Si vous n'avez pas de rendez-vous, je vous suggère de partir immédiatement. » Les mots de Sophie tombent comme une gifle. Un silence glacial envahit la boutique.
brisé seulement par le bruissement d'une robe que Madame Duval laisse glisser entre ses doigts. Monsieur Lefebvre, mal à l'aise, échange un regard avec sa fiancée, tandis que Madame Dubois, assise sur un fauteuil de velours, fronce les sourcils, choquée mais silencieuse. Aïssa, derrière le comptoir, baisse les yeux, ses mains tremblant légèrement sur le présentoir. Marc, à l'entrée, crispe les mâchoires, mais reste immobile, son devoir l'obligeant à obéir à Sophie. Élise, elle, ne bouge pas. Son regard, profond et brûlant, fixe Sophie avec une intensité qui semble percer son armure d'arrogance. Elle pourrait répondre, corriger l'erreur sur le champ. Mais elle choisit le silence, un silence lourd, stratégique. Celui d'une femme qui a appris à transformer chaque affront en carburant pour sa détermination. Car Élise n'est pas une cliente ordinaire. Elle est la fondatrice d'Éclat d'ébène. Une femme noire née dans un quartier populaire de Dakar. Arrivée en France à 16 ans avec pour tout bagage un carnet de croquis et les rêves de sa mère. Une couturière qui lui a appris que l'élégance véritable réside dans la dignité. De petits ateliers clandestins dans le 18e arrondissement. Élise a bâti un empire, ses créations portées par des actrices comme Léa Seydoux, des mannequins lors de la Fashion Week, et même des diplomates lors de galas à l'Élysée. Mais aujourd'hui, dans sa propre boutique, elle n'est qu'une femme noire en trench coat, jugée indigne par une manager qui ne voit en elle qu'une intruse. Sophie, sentant le silence d'Élise comme un défi, redouble d'agressivité. Elle s'approche, ses lèvres pincées en un rictus cruel. Écoutez, je ne sais pas ce que vous cherchez ici, mais vous n'êtes clairement pas à votre place. Regardez autour de vous. Elle balaie la boutique d'un geste théâtral, désignant les robes à 5 chiffres et les clients en tenue griffée. Ceci est Éclat d'ébène, pas un marché de Barbès. Si vous voulez jouer à la cliente, allez voir ailleurs. Les mots, chargés de racisme implicite, font l'effet d'une déflagration. Aïssa, derrière le comptoir, retient un hoquet, ses doigts serrant le bord du comptoir jusqu'à en blanchir les jointures. Madame Dubois, outrée, murmure un « c'est inadmissible », mais sa voix est trop faible pour porter. Les Duval, mal à l'aise, détournent le regard, tandis que M. Lefebvre, amusé par l'arrogance de Sophie, esquisse un sourire narquois, comme s'il assistait à un spectacle. Sa fiancée, gênée, lui donne un coup de coude, mais il hausse les épaules. Marc, à l'entrée, semble lutter intérieurement, son regard passant de Sophie à Élise, comme s'il pressentait que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Élise, toujours immobile, laisse les paroles de Sophie flotter dans l'air, chaque mot creusant un peu plus le fossé que la manager est en train de s'imposer. Elle pourrait révéler son identité maintenant, mettre fin à cette mascarade. Mais elle choisit de laisser la tension monter, comme un chef d'orchestre qui attend le moment parfait pour libérer la note finale. Sophie, encouragée par le silence d'Élise et l'inaction des clients, franchit une nouvelle limite. Elle se tourne vers Aïssa, la jeune vendeuse, et aboie. « Aïssa, viens ici et vérifie son sac. Je ne laisserai pas une voleuse potentielle toucher à nos créations. » Le mot « voleuse » résonne comme un coup de tonnerre. Aïssa, pétrifiée, hésite, ses yeux rencontrant ceux d'Élise avec une supplication muette. Elle sait que l'ordre de Sophie est injuste, mais elle craint pour son emploi. Un travail qu'elle a obtenu après des mois de lutte dans une ville où son accent malien et sa peau noire lui ferment trop de portes. « Allez, Aïssa, fais ce que je te dis, ou tu peux dire adieu à ton poste, » crache Sophie, son ton aussi tranchant qu'un couperet. La boutique est maintenant un théâtre de l'injustice, chaque spectateur retenu par une tension insoutenable. Madame Dubois, rouge d'indignation, se lève à moitié de son fauteuil, mais n'ose pas intervenir. Les Duval murmurent entre eux, leur inconfort palpable, mais ils restent spectateurs, prisonniers de leurs propres privilèges. Monsieur Lefebvre, toujours amusé,
chuchote quelque chose à sa fiancée, qui secoue la tête, clairement troublée. Marc, à l'entrée, serre les poings, son visage trahissant un conflit intérieur, obéir à Sophie ou écouter sa conscience, forgé par des années à subir des préjugés similaires dans son propre parcours. Aïssa, au bord des larmes, s'approche lentement d'Élise, sa voix tremblante murmurant un « Je suis désolé, madame », à peine audible. Élise, avec une dignité qui semble défier la gravité elle-même, ouvre son sac avant même qu'Aïssa ne le demande. À l'intérieur, rien d'incriminant, un carnet de croquis usés, rempli de dessins de robes et de manteaux, un vieux téléphone Nokia, dont l'écran fissuré témoigne de son histoire, et une photo jaunie d'une femme souriante, probablement sa mère, encadrée dans un porte-clés en cuir. « Vous n'avez rien à craindre de moi », dit Élise. Sa voix douce mais ferme, chaque syllabe résonnant comme une promesse de justice imminente. « Mais vous, Sophie, devriez réfléchir à ce que vous venez de faire. » Ces mots, prononcés avec une calme glaciale, font vaciller Sophie pour la première fois, mais son arrogance, comme un bouclier fissuré, refuse de céder. Elle éclate d'un rire forcé, un rire qui sonne faux dans l'atmosphère oppressante de la boutique. Réfléchir. Moi, vous pensez vraiment que vous pouvez me menacer. Elle se tourne vers les clients, cherchant leur approbation. Mesdames et messieurs, désolé pour cette interruption. Certaines personnes ne savent tout simplement pas où est leur place. Mais je m'en occupe. Elle fait un geste vers Marc, l'appelant d'un ton autoritaire. Marc, escortez cette femme dehors. Maintenant, ou c'est votre poste qui saute. Marc, toujours immobile, fixe Élise, et quelque chose dans son regard, une lueur de respect. Une reconnaissance silencieuse le retient. Il secoue légèrement la tête, un geste discret mais lourd de sens. Sophie, furieuse, avance vers lui, son doigt pointé comme une arme. Vous osez me défier. Vous, un simple vigile. Vous et cette Aïssa inutile, vous serez tous les deux à la rue avant la fin de la journée. L'indignation dans la boutique atteint un point de rupture. Aïssa, les larmes aux yeux, baisse la tête, humiliée d'être ainsi rabaissée devant tout le monde. Madame Dubois, n'y tenant plus, se lève complètement, sa voix tremblante mais ferme. C'est assez. Cette jeune femme n'a rien fait de mal. Vous devriez avoir honte. Les Duval, enfin secoués, échangent des regards coupables, tandis que la fiancée de M. Lefebvre murmure un « c'est allé trop loin ». Mais Sophie, aveuglée par sa propre supériorité, ignore les protestations. Elle se retourne vers Élise, son visage tordu par un mélange de rage et de mépris. Vous pensez que vous pouvez entrer ici, avec votre trench coat de friperie et vos airs de grande dame, et semer le désordre. Regardez-vous. Ce foulard, ce sac, vous ne trompez personne. Sortez, ou je ferai en sorte que vous ne mettiez plus jamais les pieds dans une boutique comme celle-ci. À cet instant, la boutique semble suspendue dans le temps, chaque respiration retenue, chaque regard fixé sur Élise. Les clients, désormais captivés, sortent leur téléphone, filmant discrètement la scène, sentant qu'un dénouement explosif approche. Élise, toujours immobile, laisse un sourire subtil se dessiner sur ses lèvres. Un sourire qui n'est ni moqueur ni triomphant, mais chargé d'une assurance qui fait frissonner l'assemblée. Elle lève lentement son téléphone, le porte à son oreille, et d'une voix claire, tranchante comme une lame, déclare « Bonjour, ici Élise Ndiaye. Je suis dans ma boutique du Triangle d'Or. J'ai besoin du conseil d'administration. Immédiatement. » Ces mots tombent comme un éclair dans un ciel d'orage. Aïssa laisse échapper un hoquet, son carnet tombant au sol avec un bruit sourd. Marche, à l'entrée, écarquille les yeux, son visage trahissant un mélange de choc et d'admiration. Madame Dubois murmure un « Mon Dieu », tandis que les Duval, figés, échangent des regards incrédules.
Monsieur Lefebvre, pour la première fois, perd son sourire narquois, et sa fiancée attrape son bras, comme pour se raccrocher à la réalité. Sophie, elle, vacille. Son visage, autrefois un masque d'arrogance, se fissure comme une porcelaine brisée. « Vous mentez !» bafouille-t-elle, sa voix tremblante, mais encore teintée d'une bravade désespérée. « Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas être. » Mais ces mots s'évanouissent dans l'air, noyés par la vérité qui commence à percer. Élise, toujours calme, repose son téléphone, son regard planté dans celui de Sophie comme une flèche. « Vous avez fini, Sophie ?» demande-t-elle, sa voix si posée qu'elle semble défier la tempête qui rugit autour d'elle. La boutique, figée dans une tension insoutenable, attend la suite, chaque cœur battant au rythme d'une justice imminente. Ce que Sophie ignore, ce que personne dans cette boutique ne pouvait prévoir, c'est que l'humiliation qu'elle vient d'infliger à Élise est sur le point de se retourner contre elle, dans un retournement si brutal qu'il fera trembler les fondations mêmes de ce temple de l'élégance. La boutique éclat d'ébène, ce sanctuaire de l'élégance niché dans le triangle d'or, est devenu un volcan sur le point d'entrer en éruption. Le silence, lourd comme une chape de plomb, vibre d'une tension électrique. Chaque regard rivé sur Élise Ndiaye, cette femme noire en trench-coat kaki, dont les mots viennent de frapper comme un coup de tonnerre. « Bonjour, ici Élise Ndiaye. J'ai besoin du conseil d'administration. Immédiatement. » Sophie Laurent, la manager arrogante, vacille, son visage blême, ses lèvres tremblantes, comme si la terre s'était dérobée sous ses talons Chanel. Autour d'elle, les clients, les employés. L'air lui-même semble retenir leur souffle, suspendu dans l'attente d'un dénouement qui promet d'être aussi brutal qu'un orage d'été. Aïssa, la jeune vendeuse, laisse tomber un carnet, ses yeux écarquillés fixés sur Élise, tandis que Marc, le vigile, redresse les épaules, un éclat de respect dans son regard. Madame Dubois, la cliente âgée, murmure un « Mon Dieu » à peine audible. Et les Duval, le couple influent, échangent des regards stupéfaits. Monsieur Lefebvre, dont le sourire narquois s'est éteint, agrippe le bras de sa fiancée, comme pour se raccrocher à une réalité qui s'effondre. Sophie, elle, tente de reprendre contenance, son rire forcé résonnant comme un cri désespéré dans le silence oppressant. « Vous mentez » bafouille-t-elle, pointant un doigt tremblant vers Élise. « Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas être. » Mais ces mots s'étranglent dans sa gorge, car Élise, avec une dignité qui semble défier la gravité, la fixe d'un regard si perçant qu'il pourrait fendre l'acier. Ce que Sophie ignore, ce que personne dans cette boutique ne pouvait anticiper, c'est que l'humiliation qu'elle a infligée à Élise est sur le point de se transformer en une tempête de justice qui balayera son arrogance comme un château de cartes. Si l'injustice vous révolte, si la vérité vous fait vibrer, restez avec nous, car dans 2 minutes, Sophie va apprendre une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Sophie, acculée, refuse de céder. Son arrogance, comme une armure fissurée, la pousse à doubler la mise, son ton devenant strident, presque hystérique. « Vous pensez que vous pouvez me faire peur avec un coup de fil » crache-t-elle, se tournant vers les clients pour chercher leur soutien. « Regardez-le, ce trench coat, ce foulard de pacotille, elle n'a rien à faire ici. Marc, je vous ordonne de la sortir d'ici, maintenant. » Elle pointe le vigile, son doigt tremblant comme une arme prête à tirer. Mais Marc ne bouge pas. Ses yeux, sombres et profonds, rencontrent ceux d'Élise, et quelque chose dans son regard, une reconnaissance. Une fraternité silencieuse le cloue sur place. Marc, né à Belleville, fils d'immigrés sénégalais, a trop souvent senti le poids des jugements hâtifs, des regards qui le réduisaient à sa peau, à son uniforme de vigile. Il connaît la douleur de l'exclusion. Et en cet instant, il refuse de devenir l'instrument de l'injustice de Sophie. Il secoue la tête,
Un geste ferme, presque solennel, et murmure « Non, Madame Laurent, je ne ferai pas ça. » Ces mots, simples mais lourds, tombent comme une pierre dans l'eau, provoquant des vagues d'indignation parmi les spectateurs. Sophie, hors d'elle, pivote vers Marc, ses yeux flamboyants de rage. « Vous osez me défier, vous, un vulgaire vigile. Vous et cette Aïssa inutile. Vous serez tous les deux à la rue avant ce soir. » Sa voix, stridente, résonne dans la boutique comme un cri de guerre, mais chaque mot ne fait qu'approfondir le gouffre qu'elle s'est creusé. Aïssa, derrière le comptoir, tremble, ses mains serrant le bord du meuble, mais une lueur de courage commence à briller dans ses yeux. Elle a supporté les brimades de Sophie pendant des mois, les remarques sur son accent, les ordres dégradants, les insinuations qu'elle n'était pas assez raffinée pour travailler dans une boutique de luxe. Mais aujourd'hui, face à l'humiliation d'Élise, une femme qui lui ressemble, Aïssa sent une étincelle s'allumer en elle. Elle lève la tête, sa voix tremblante mais claire. « Vous n'avez pas le droit de la traiter comme ça. Madame Laurent, elle est une cliente, comme tout le monde ici. » La salle entière retient son souffle. Madame Dubois, la cliente âgée, se redresse, applaudissant doucement. « Bien dit, ma petite. C'est une honte, ce que vous faites. » Les Duval, jusque-là silencieux, murmurent entre eux, leur gêne devenant insupportable. Même M. Lefebvre, qui riait encore il y a quelques minutes, baisse les yeux, son arrogance ébranlée par la révolte qui gronde. Sophie, sentant le vent tourner, se retourne vers Élise, son visage déformé par un mélange de panique et de fureur. « Vous croyez que vos petits jeux vont m'impressionner » hurle-t-elle, sa voix brisant le silence comme du verre. « Je suis la manager ici. J'ai construit la réputation de cette boutique, vous. Avec votre sac miteux et vos airs de rien, vous ne trompez personne. » Elle pointe le foulard d'Élise, un simple morceau de lin noué avec soin, et ricane. « Ça, un accessoire. Ma concierge porterait mieux. Allez, sortez avant que je ne perde patience. » Ces smots, chargés de mépris raciste et classiste, font l'effet d'une déflagration. Aïssa étouffe un sanglot, ses poings serrés, tandis que Marc, à l'entrée, avance d'un pas, comme prêt à intervenir. Madame Dubois, maintenant debout, s'exclame. « C'est intolérable, vous n'avez aucun respect. » Les Duval, enfin secoués de leur torpeur, échangent des regards coupables, tandis que la fiancée de M. Lefebvre murmure « Ça va trop loin. » Les clients, dont certains filment désormais la scène avec leur téléphone, capturent chaque seconde de cette humiliation publique, leurs murmures formant un chœur d'indignation grandissante. Mais Élise reste une statue de marbre, son calme aussi puissant qu'une tempête contenue. Elle ajuste son foulard, un geste lent, presque rituel, et fixe Sophie avec un regard qui semble traverser son âme. « Vous avez terminé, Sophie ?» demande-t-elle, sa voix douce mais tranchante, chaque mot pesant comme un verdict. Sophie, déstabilisée par cette assurance, bafouille « Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas être... » Mais avant qu'elle ne puisse finir, Élise lève une main, un geste simple mais autoritaire, et reprend la parole, sa voix résonnant dans la boutique comme un glas. « Je suis Élise Ndiaye, fondatrice et PDG d'Éclat d'Ébène. Cette boutique, ces robes, ce sol que vous foulez, tout cela existe grâce à moi, grâce à mes rêves, à mes luttes, à ma promesse que personne ici ne serait jugé pour sa peau, ses vêtements ou son histoire. Vous venez de briser cette promesse, Sophie, et vous allez en payer le prix. » Ces mots tombent comme un couperet. Un silence assourdissant envahit la boutique, si dense qu'on pourrait entendre une aiguille tomber sur le parquet. Aïssa, les yeux écarquillés, couvre sa bouche, son carnet glissant à nouveau au sol.
Marc, à l'entrée, laisse échapper un sourire discret. Ses poings se relâchant pour la première fois. Madame Dubois, les larmes aux yeux, murmure. C'est elle, la fondatrice. Les Duval, pétrifiés, laissent tomber la veste qu'ils tenaient, tandis que M. Lefebvre, blême, tente de se fondre dans l'ombre de sa fiancée. Sophie, elle, semble avoir été frappée par la foudre. Son visage, autrefois un masque d'arrogance, se décompose, ses lèvres tremblant comme si elle cherchait à respirer sous l'eau. « Non, non, ce n'est pas possible », balbutie-t-elle, sa voix brisée, ses mains agrippant le comptoir pour ne pas s'effondrer. Mais la vérité, implacable, la submerge comme une vague. Élise, sans élever la voix, continue, chaque mot sculpté avec une précision chirurgicale. J'ai bâti Éclat d'ébène pour être un refuge, un lieu où chaque personne, qu'elle vienne de Belleville ou du 16e arrondissement, qu'elle porte un trench coat usé ou une robe de gala, se sente respectée. Vous, Sophie, avez transformé ma maison en un théâtre de préjugés. Vous m'avez traité de voleuse, d'intruse, devant mes propres employés, mes clients, dans ma propre boutique. Mais vous n'avez pas seulement humilié moi. Elle se tourne vers Aïssa, dont les larmes coulent maintenant librement. Vous avez humilié Aïssa, une jeune femme talentueuse, en la forçant à obéir à vos ordres dégradants. Vous avez menacé Marc, un homme qui mérite le respect, simplement parce que vous pensiez pouvoir le contrôler. Et combien d'autres, Sophie? Combien de clients avez-vous chassés parce qu'ils ne correspondaient pas à votre idée du luxe? À cet instant, Aïssa, bravant sa peur, prend la parole, sa voix tremblante mais pleine de courage. Elle a raison. Vous m'avez dit, il y a 2 semaines, de ne pas perdre de temps avec une cliente voilée, parce qu'elle n'achèterait jamais rien. Cette femme est partie en pleurant, et je n'ai rien dit, parce que j'avais peur de perdre mon travail. Mais je ne peux plus me taire. Ces mots, comme une flamme, allument une vague d'indignation dans la boutique. Madame Dubois, maintenant en larmes, s'exclame. C'est une honte. Comment osez-vous traiter les gens ainsi? Les Duval, enfin sortis de leur silence, murmurent leur accord. Tandis que la fiancée de M. Lefebvre, rouge de honte, tire son fiancé vers la sortie, comme pour fuir la scène. Les clients, dont beaucoup filment encore, partagent désormais leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Les hashtags #Justice pour Élise et Éclat d'ébène commençant à circuler. Sophie, acculée, tente une dernière défense, sa voix brisée par le désespoir. Je protégeais la marque. Vous savez comment c'est, Madame Ndiaye. Il faut maintenir un standard, une image. Ce n'est pas personnel, c'est le business. Mais ces mots sonnent creux, pathétiques, face à la dignité d'Élise. Cette dernière, toujours impassible, secoue la tête, son regard chargé de déception. Le business Éclat d'ébène n'est pas seulement une question de profit, c'est une question de respect, de dignité, de valeur. Vous avez échoué, Sophie. Et pour cela, à partir de cet instant, vous n'êtes plus manager de cette boutique. Prenez vos affaires et quittez les lieux immédiatement. La déclaration d'Élise explose comme un coup de canon. La boutique entière éclate en applaudissements, menée par Madame Dubois, dont les mains frêles battent avec une ferveur inattendue. Aïssa, pleurant ouvertement, murmure un « merci » à peine audible, tandis que Marc, toujours à l'entrée, hoche la tête, un sourire de fierté éclairant son visage. Les Duval, désormais pleins de remords, applaudissent timidement, tandis que M. Lefebvre, humilié par sa propre complicité, baisse la tête. Sophie, brisée, s'effondre contre le comptoir, ses larmes coulant en silence alors qu'elle ramasse son sac à main. « Pitié », murmure-t-elle, sa voix un souffle désespéré. « J'ai une famille, je ne savais pas. » Mais Élise, inflexible, répond simplement. « Vous avez eu des mois pour apprendre. Sophie, vous avez choisi le mépris. Maintenant,
Assumez les conséquences. Alors que Sophie, titubante, traverse la boutique sous les regards mi-pitié, mi-mépris des clients. Élise se tourne vers Aïssa et Marc. Vous avez montré du courage aujourd'hui, malgré la pression. Aïssa, à partir de maintenant, vous êtes la manager intérimaire de cette boutique. Marc, vous serez son bras droit. La foule, électrisée, applaudit de plus belle, les acclamations résonnant comme un cri de victoire. Aïssa, submergée par l'émotion, couvre son visage, tandis que Marc, stoïque, hoche la tête, ses yeux brillants d'une fierté nouvelle. Les clients, désormais galvanisés, partagent leurs vidéos en masse. Les images de la chute de Sophie et de la victoire d'Élise se répandant comme un feu de forêt sur les réseaux sociaux. La boutique, autrefois un théâtre d'injustice, devient un symbole de justice, un lieu où la vérité a triomphé de l'arrogance. Mais ce n'est pas la fin. Alors que Sophie disparaît par les portes automatiques, ses sanglots se perdant dans le brouhaha de la rue. Élise reste debout, son trench coat kaki flottant légèrement sous la brise de l'air conditionné. Elle ajuste son foulard, son regard fixé sur la vitrine où une robe de soie scintille comme une promesse. Ce moment, cette victoire, n'est pas seulement la sienne, c'est celle de chaque personne qui a été jugée, rejetée, diminuée pour sa peau, ses vêtements, son histoire. Et tandis que les clients continuent de filmer, que les applaudissements s'estompent, une question flotte dans l'air: comment Élise transformera-t-elle cette humiliation en un cri de ralliement pour un monde plus juste? La boutique, encore frémissante d'émotion, attend la suite, et le monde, à travers les écrans, commence à se joindre à la lutte. La boutique éclat d'ébène, ce temple de l'élégance au cœur du triangle d'or, vibre encore sous l'onde de choc de la révélation d'Élise Ndiaye. Sophie Laurent, l'ancienne manager, n'est plus qu'un souvenir, ses sanglots s'évanouissant dans les rues animées de Paris alors qu'elle franchit les portes automatiques, son tailleur Chanel froissé par la honte. Mais l'atmosphère, loin de s'apaiser, bouillonne d'une énergie nouvelle, un mélange incandescent d'indignation, de triomphe et d'espoir. Élise, debout au centre de la boutique, son trench coat kaki flottant comme une cape de justicière, incarne une force inébranlable. Son regard, à la fois doux et brûlant, semble porter le poids de toutes les humiliations qu'elle a surmontées, de toutes les portes fermées qu'elle a forcées à s'ouvrir. Aïssa, la nouvelle manager intérimaire, essuie ses larmes, ses mains tremblant d'émotion face à l'honneur qui lui est conféré. Marc, promu bras droit, se tient à l'entrée, son visage stoïque illuminé par une fierté silencieuse. Les clients Madame Dubois, les Duval, et même Monsieur Lefebvre, désormais muets de honte, observent Élise avec une admiration mêlée de remords. Les téléphones portables, toujours en train de filmer, capturent chaque instant de ce moment historique, alors que les réseaux sociaux s'embrasent avec des hashtags comme #Justice pour Élise et #éclat d'ébène. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une révolution. Élise, loin de se contenter de la chute de Sophie, est prête à transformer cette humiliation publique en un cri de ralliement pour la justice, l'égalité et la dignité. Si l'injustice vous révolte, si le courage d'Élise vous inspire, restez avec nous, car cette femme est sur le point de faire trembler les fondations du monde. Alors que les applaudissements s'éteignent, la boutique semble respirer à nouveau, comme si un poids oppressant avait été levé. Les lustres de cristal scintillent, projetant des reflets dorés sur les robes de soie et les tailleurs impeccables. Mais l'éclat véritable vient d'Élise, une femme dont la présence remplit l'espace d'une aura de détermination. Elle s'approche de la vitrine centrale, où une robe en velours noir, brodée de fils d'argent, trône comme une œuvre d'art. Ses doigts effleurent le tissu, un geste presque sacré, comme si elle renouait avec l'âme de la boutique qu'elle a fondée. Mais son esprit est ailleurs, porté par une vision plus grande, celle d'un monde où personne ne sera jugé pour sa peau, ses vêtements ou son histoire, les clients, encore sous le choc,
commencent à murmurer, leur voix formant un chœur d'émotions brutes. Madame Dubois, les yeux humides, s'approche timidement. Madame Ndiaye, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est une leçon pour nous tous. Les Duval, enfin libérés de leur silence coupable, hochant la tête, tandis que la fiancée de M. Lefebvre, rouge de honte, murmure un « Je suis désolé », à peine audible. Mais Élise, avec un sourire empreint de compassion, lève une main pour apaiser la foule. « Ce n'est pas seulement mon combat, » dit-elle, sa voix résonnant comme un appel. « C'est le vôtre. C'est celui de chaque personne qui a été rejetée, diminuée, ignorée à cause de son apparence ou de ses origines. » À l'extérieur, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les vidéos des clients, capturant l'humiliation d'Élise et la chute de Sophie, explosent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et TikTok. Les hashtags #Justice pour Élise et #éclat-d'ébène dominent les tendances. Accompagné de commentaires enflammés, c'est le racisme à visage découvert, écrit une étudiante parisienne. Élise est une héroïne, elle représente le vrai Paris, poste un créateur de mode. Mais parmi les messages de soutien, des témoignages plus sombres émergent, alimentant l'indignation collective. Une femme noire raconte comment Sophie l'a chassée de la boutique un mois plus tôt, lui disant que les pièces de luxe n'étaient pas pour des gens comme elle. Un homme d'origine maghrébine décrit avoir été suivi par Sophie comme un voleur, simplement parce qu'il portait un jogging. Une étudiante partage une vidéo où Sophie ricane en disant à une collègue « Cette cliente ressemble à une vendeuse de marché. Elle n'achètera jamais rien. » Chaque histoire est une blessure ouverte, une preuve que l'arrogance de Sophie n'était pas un incident isolé, mais une pratique enracinée, une tache sur l'âme d'éclat d'ébène. L'indignation publique atteint des sommets, les commentaires exigeant justice, boycott et une transformation profonde. Élise, sentant l'urgence du moment, agit avec une rapidité qui reflète sa vision. Elle convoque une conférence de presse improvisée, transformant la boutique en un théâtre de vérité. Les employés, Aïssa et Marc en tête, organisent un espace au centre de la boutique, où un micro est installé à la hâte. Dehors, une foule se masse, attirée par le tumulte des réseaux sociaux des journalistes du Monde, de France 24 et même des blogueurs indépendants pointent leurs caméras et leurs micros. Des passants, curieux, se joignent à l'assemblée, leur téléphone capturant l'instant. Élise, toujours dans son trench coat kaki, son foulard de lin noué avec soin, monte sur une petite estrade, flanquée d'Aïssa et de Marc, dont les visages rayonnent de fierté et d'espoir. Les clients Madame Dubois, les Duval, et d'autres qui affluent maintenant forment un cercle autour d'elle, leur regard oscillant entre admiration et attente. Élise prend une profonde inspiration, son regard balayant la foule, et commence à parler, sa voix claire et puissante, comme un phare dans la tempête. Aujourd'hui, j'ai franchi les portes de ma propre boutique, Éclat d'ébène, et j'ai été traitée comme une étrangère. Commence-t-elle. Chaque mot chargé d'une émotion contenue. On m'a appelée intruse, voleuse. On m'a humiliée devant mes employés et mes clients. Tout cela parce que ma peau est noire, parce que mon trench coat est usé, parce que je ne corresponds pas à l'idée que certains se font du luxe. Un murmure parcourt la foule, les journalistes griffonnant frénétiquement, les téléphones enregistrant chaque syllabe. Mais je ne suis pas la seule. Combien d'entre vous ont senti ces regards qui disent « Vous n'êtes pas à votre place » ? Combien ont été jugés pour leur peau, leur accent, leurs vêtements? J'ai créé Éclat d'ébène pour être un sanctuaire, un lieu où chaque personne, qu'elle vienne de Ménilmontant ou de Neuilly, se sente valorisée. Aujourd'hui, cette promesse a été trahie, et pour cela, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont souffert ici. La foule, électrisée, éclate en applaudissements, un grondement qui fait vibrer les murs de la boutique. Aïssa, à côté d'Élise, essuie une larme, tandis que Marc, droit comme un roc, hoche la tête en signe d'approbation. Mais Élise n'a pas fini.
Elle lève son foulard, un simple morceau de lin que Sophie avait moqué, et poursuit, sa voix gagnant en intensité. Ce foulard appartenait à ma mère, une couturière de Dakar qui m'a appris que l'élégance n'est pas dans le prix d'une robe, mais dans la dignité qu'on porte en soi. Quand j'étais adolescente, une vendeuse dans une boutique du Marais m'a chassée, disant que je n'avais pas le profil pour être cliente. Ce jour-là, j'ai juré de construire un lieu où personne ne ressentirait cette douleur. Aujourd'hui, je renouvelle cette promesse. Éclat d'ébène ne sera plus jamais un lieu de rejet. Les applaudissements redoublent, portés par une foule désormais unie, noire, blanche, jeune, vieille, parisienne ou étrangère. Un journaliste du Monde lève la main. « Madame Ndiaye, comment comptez-vous empêcher que cela se reproduise? » Élise, sans hésiter, répond avec une clarté qui coupe le souffle. Dès aujourd'hui, Éclat d'ébène mettra en place des formations obligatoires sur la diversité et l'égalité pour tous les employés. Nous auditerons chaque politique, chaque pratique, et nous appliquerons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Aïssa, Marc, et tous ceux qui travaillent ici seront les gardiens de cette mission. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas une robe à 10 000 €, c'est le respect que nous offrons à chaque personne qui franchit ces portes. La foule explose à nouveau, les cris de « bravo » et « justice » résonnant comme un hymne. Aïssa, submergée, murmure un « merci, Madame Ndiaye », tandis que Marc, toujours discret, incline la tête, ses yeux brillants d'une émotion rare. Mais la conférence devient plus qu'un discours, elle se transforme en catharsis collective. Une femme noire, Amina, se lève dans la foule, sa voix tremblante mais forte. « Il y a 6 mois, je suis venue ici pour acheter une robe pour mon mariage. Sophie m'a dit que je ferais mieux de chercher quelque chose de moins cher ailleurs, parce que je n'avais pas l'air de pouvoir me le permettre. J'ai quitté la boutique en pleurs, me sentant comme rien. Aujourd'hui, vous, Élise, vous m'avez redonné ma dignité. » Les larmes d'Amina déclenchent une vague d'émotions, les spectateurs applaudissant, certains pleurant à leur tour. Un jeune homme, étudiant en design, prend la parole. « Sophie m'a traité de petit prétentieux parce que je portais un hoodie. Elle a dit que je dévalorisais la boutique. Mais c'est vous, Élise, qui montrez ce que le luxe devrait être. » Chaque témoignage est une flèche. Chaque histoire un cri d'indignation qui alimente le feu de la justice. Les réseaux sociaux, désormais en ébullition, amplifient l'histoire. Un deuxième vidéo, partagé par un ancien employé, montre Sophie riant avec une collègue en disant « Encore une cliente qui pense qu'elle peut se payer nos robes avec un salaire de caissière. » Ce clip, vu des millions de fois, attise la colère publique. Les commentaires exigeant des comptes, c'est inadmissible. Élise est une reine. Boycottons les boutiques qui tolèrent ça. Mais au milieu de la fureur, une lueur d'espoir émerge. Des créateurs noirs, des activistes, des Parisiens ordinaires affluent vers la boutique, apportant des fleurs, des pancartes, des messages de soutien. Une jeune femme brandit une affiche « Élise Ndiaye, notre fierté ». Un groupe d'étudiants entonne un chant improvisé, célébrant la diversité de Paris. La boutique, autrefois un lieu de division, devient un symbole d'unité. Élise, touchée par cet élan, se tourne vers Aïssa et Marc. « Vous êtes le cœur de cette boutique, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. « Aïssa, votre courage face à l'injustice est une leçon pour nous tous. Marc, votre refus d'obéir à une ordre injuste est la preuve que la dignité est plus forte que la peur. Ensemble, nous ferons d'Éclat d'ébène un lieu où chacun se sent chez soi. » La foule, galvanisée, applaudit à tout rompre, les cris de soutien se mêlant aux larmes. Madame Dubois, désormais au premier rang, s'approche d'Élise et lui serre la main, ses yeux brillants d'admiration. « Vous êtes une inspiration, ma chère. Merci de nous avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Même les Duval, autrefois spectateurs passifs, s'avancent. Monsieur Duval murmurant
Nous avons été silencieux trop longtemps. Vous avez raison. Madame Ndiaye, cela doit changer. Alors que le soleil commence à décliner, jetant des reflets dorés sur les vitrines de la boutique, Élise s'approche de la robe en velours noir, celle qu'elle admirait au début de cette journée tumultueuse. Elle ajuste un pli, un geste presque méditatif, et murmure, comme pour elle-même. Ma mère disait que l'élégance, c'est la dignité. Aujourd'hui, nous avons rendu à cette boutique son élégance véritable. La foule, silencieuse, absorbe ses paroles, chaque mot résonnant comme une promesse. La boutique, désormais libérée du joug de Sophie, semble respirer à nouveau, ses murs vibrant d'une énergie nouvelle. Aïssa, désormais à la tête de l'équipe, accueille une cliente avec un sourire chaleureux, la traitant comme une reine, peu importe sa tenue. Marc, à l'entrée, salue les passants avec une assurance nouvelle, son regard affirmant que cet espace est désormais ouvert à tous. Mais la lutte ne s'arrête pas là. L'histoire d'Élise, portée par des millions de vues sur les réseaux sociaux, devient un cri de ralliement. À Paris, à Dakar, à New York. Des voix s'élèvent, partageant leurs propres histoires d'exclusion, de préjugés, de portes fermées. Éclat d'ébène. Autrefois une simple boutique de mode, devient un symbole mondial, un phare pour ceux qui refusent de se taire face à l'injustice. Élise, debout au cœur de son empire, sait que ce moment n'est qu'un début. Le racisme, le classisme, l'arrogance qui gangrènent encore tant de lieux doivent être combattus, non pas avec colère, mais avec la dignité qu'elle incarne. Alors qu'elle regarde la foule, les journalistes, les clients, elle sent le poids de sa mission transformer chaque humiliation en une victoire pour l'égalité. La boutique, baignée par la lumière du crépuscule, brille comme un diamant brut, un lieu où la justice a triomphé, mais où le travail continue. Élise, son foulard ajusté, son trench coat flottant, se tient droite, une guerrière pacifique dont l'histoire inspire un monde entier. Et vous, spectateurs, qu'allez-vous faire de cette histoire? Allez-vous laisser l'indignation d'Élise vous pousser à agir? Allez-vous lever la voix contre l'injustice dans vos propres vies? Si cette femme, née dans un quartier populaire de Dakar, a pu bâtir un empire et défier le mépris, alors vous aussi, vous pouvez changer le monde, un geste à la fois. Frappez ce bouton de like, partagez cette histoire et criez dans les commentaires « Justice pour Élise ». Ensemble, faisons de ce moment un tournant, un cri pour un monde où la dignité est la seule monnaie qui compte. L'histoire d'Élise Ndiaye, cette PDG noire humiliée dans sa propre boutique Éclat d'ébène avant de révéler sa véritable identité et de rétablir la justice, est bien plus qu'un simple récit de triomphe personnel. C'est un miroir tendu à la société, un cri vibrant contre l'injustice, et une invitation à réfléchir sur nos propres comportements face au racisme, au classisme et à l'arrogance. En France, où l'élégance, la liberté et l'égalité sont des valeurs chères, cette histoire résonne avec une force particulière, touchant des cordes sensibles dans le cœur de chacun. Elle nous pousse à examiner nos préjugés, à reconnaître nos silences coupables, et à agir pour construire un monde plus juste, à travers l'indignation qu'elle suscite et l'inspiration qu'elle offre. L'histoire d'Élise nous enseigne des leçons universelles, applicables dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans les rues animées de Paris, dans les bureaux feutrés, ou dans les cercles intimes de nos familles. La première émotion que cette histoire éveille est une colère profonde, une indignation viscérale face à l'injustice subie par Élise. Lorsqu'elle franchit les portes de sa boutique, vêtue d'un simple trench coat kaki, et qu'elle est accueillie par le mépris cinglant de Sophie, c'est comme si chaque regard dédaigneux, chaque commentaire raciste ou classiste que nous avons croisé dans nos vies prenait vie. En France, pays de la diversité où les cultures se croisent dans les cafés, les métros et les marchés, le racisme et le classisme restent des ombres tenaces. Qui n'a jamais ressenti ce pincement au cœur en entrant dans une boutique chic, craignant d'être jugé pour sa tenue ou son accent?
Qui n'a jamais entendu un collègue murmurer un commentaire déplacé sur l'origine de quelqu'un? L'humiliation d'Élise, accusée d'être une intruse, une voleuse, dans le sanctuaire qu'elle a elle-même créé, est un écho des micro-agressions quotidiennes que tant de personnes endurent. Cette colère, loin d'être stérile, est un carburant. Elle nous rappelle que l'injustice, qu'elle soit criante comme celle de Sophie ou subtile comme un regard appuyé, doit être dénoncée. Mais l'histoire d'Élise ne s'arrête pas à la colère. Elle la transcende, transformant l'indignation en inspiration. Lorsque Élise révèle qu'elle est la PDG d'Éclat d'ébène, une femme noire née à Dakar, ayant gravi les échelons à force de talent et de résilience, un frisson d'admiration nous parcourt. En France, où l'on célèbre les figures comme Coco Chanel ou Yves Saint-Laurent, qui ont transformé leurs rêves en empire, Élise incarne cet esprit de détermination, mais avec une dimension supplémentaire, celle d'une femme qui a dû affronter non seulement les obstacles du métier, mais aussi ceux de la couleur de sa peau et de ses origines modestes. Son histoire résonne avec l'âme française, ce mélange d'élégance et de combativité, cette capacité à transformer l'adversité en art. Élise est une héroïne moderne, une femme qui, comme les grandes figures de la Résistance ou les artistes du Paris bohème, refuse de plier face à l'oppression. Elle nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à la capacité de rester fidèle à ses valeurs, même dans la tempête. Les leçons tirées de cette histoire sont des phares pour notre quotidien. La première est celle du courage. Élise aurait pu quitter la boutique en silence, comme tant d'entre nous le font face à une humiliation. Mais elle choisit de rester, de confronter Sophie, et de révéler sa vérité avec une dignité inébranlable. En France, où la politesse et l'évitement des conflits sont parfois des réflexes culturels, ce courage nous interpelle. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une remarque raciste dans un dîner? Combien de fois avons-nous laissé passer un commentaire sexiste au bureau par peur de faire des vagues? Élise nous enseigne que le courage n'est pas dans l'agressivité, mais dans la fermeté calme, dans le refus de laisser l'injustice prospérer. Nous pouvons appliquer cette leçon en défiant les préjugés dans nos cercles, corriger un ami qui fait une blague déplacée, soutenir un collègue marginalisé, ou signaler une discrimination au travail. Être courageux, c'est oser dire non à l'injustice, même quand c'est inconfortable. La deuxième leçon est celle de l'empathie, une valeur profondément ancrée dans la culture française, où l'on partage des moments de convivialité autour d'un verre de vin ou d'une discussion animée dans un café. Élise a bâti Éclat d'ébène non pas pour vendre des robes, mais pour offrir un espace où chacun se sente valorisé, parce qu'elle-même a connu le rejet. Cette empathie se reflète dans sa décision de promouvoir Aïssa et Marc, reconnaissant leurs valeurs au lieu de les punir pour leur silence initial. Dans nos vies, nous pouvons pratiquer cette empathie en écoutant avant de juger, en offrant un sourire à un inconnu qui semble mal à l'aise, ou en défendant quelqu'un qui subit une injustice. En France, où le lien social est une richesse, chaque geste d'empathie comme aider un voisin ou valoriser un collègue tisse un peu plus le tissu d'une société inclusive. La troisième leçon est celle de la transformation par l'action. Élise ne se contente pas de licencier Sophie. Elle organise une conférence de presse, annonce des formations sur la diversité et redéfinit les valeurs de sa boutique. En France, où l'on attend parfois des solutions venues d'en haut du gouvernement ou des institutions, Élise nous rappelle que le changement commence avec nous. Nous pouvons être des acteurs de transformation dans nos propres sphères, organiser des discussions sur l'égalité dans nos associations, soutenir des commerces tenus par des minorités, ou éduquer nos proches sur les effets du racisme. Chaque action, si petite soit-elle, est une pierre dans l'édifice d'une France plus juste, où la devise « liberté, égalité, fraternité » n'est pas qu'un slogan, mais une réalité vécue. Dans le contexte français, ces leçons prennent une résonance particulière. La France, pays des Lumières, du bouillonnement culturel, des révolutions, est aussi un pays où les inégalités persistent,
L'histoire d'Élise nous défie de regarder en face nos contradictions, célébrer la diversité dans nos festivals, nos cuisines, nos musiques, tout en luttant contre les préjugés qui divisent. Nous pouvons appliquer ces leçons dans nos quartiers, nos écoles, nos entreprises, en faisant de chaque espace un éclat d'ébène, un lieu où la dignité prime sur l'apparence. Soyons les Élise Ndiaye de nos propres vies, ceux qui se lèvent, parlent et agissent pour que chacun ait sa place. Et vous? Qu'allez-vous faire de cette histoire, si l'indignation face à l'injustice d'Élise vous a touché, si son courage vous a inspiré? Agissez maintenant. Frappez le bouton like, partagez cette vidéo avec vos amis et inscrivez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire qui secoue les consciences. Dans les commentaires, laissez votre cri « Justice pour Élise ». Ensemble, faisons résonner la voix de la dignité à travers la France et au-delà, pour un monde où chacun brille, peu importe d'où il vient. L'histoire d'Élise Ndiaye, cette PDG noire humiliée dans sa propre boutique éclat d'ébène avant de révéler sa véritable identité et de rétablir la justice, est bien plus qu'un simple récit de triomphe personnel. C'est un miroir tendu à la société, un cri vibrant contre l'injustice, et une invitation à réfléchir sur nos propres comportements face au racisme, au classisme et à l'arrogance. En France, où l'élégance, la liberté et l'égalité sont des valeurs chères, cette histoire résonne avec une force particulière, touchant des cordes sensibles dans le cœur de chacun. Elle nous pousse à examiner nos préjugés, à reconnaître nos silences coupables et à agir pour construire un monde plus juste, à travers l'indignation qu'elle suscite et l'inspiration qu'elle offre. L'histoire d'Élise nous enseigne des leçons universelles, applicables dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans les rues animées de Paris, dans les bureaux feutrés ou dans les cercles intimes de nos familles. La première émotion que cette histoire éveille est une colère profonde, une indignation viscérale face à l'injustice subie par Élise. Lorsqu'elle franchit les portes de sa boutique, vêtue d'un simple trench coat kaki, et qu'elle est accueillie par le mépris cinglant de Sophie. C'est comme si chaque regard dédaigneux, chaque commentaire raciste ou classiste que nous avons croisé dans nos vies prenait vie en France. Pays de la diversité où les cultures se croisent dans les cafés, les métros et les marchés. Le racisme et le classisme restent des ombres tenaces. Qui n'a jamais ressenti ce pincement au cœur en entrant dans une boutique chic, craignant d'être jugé pour sa tenue ou son accent? Qui n'a jamais entendu un collègue murmurer un commentaire déplacé sur l'origine de quelqu'un? L'humiliation d'Élise, accusée d'être une intruse, une voleuse, dans le sanctuaire qu'elle a elle-même créé, est un écho des micro-agressions quotidiennes que tant de personnes endurent. Cette colère, loin d'être stérile, est un carburant. Elle nous rappelle que l'injustice, qu'elle soit criante comme celle de Sophie ou subtile comme un regard appuyé, doit être dénoncée. Cette vidéo, avec sa tension dramatique et son montage saisissant, amplifie cette indignation, nous faisant ressentir chaque mot cinglant comme un coup personnel, chaque silence d'Élise comme une retenue héroïque. Mais l'histoire d'Élise ne s'arrête pas à la colère. Elle la transcende, transformant l'indignation en inspiration. Lorsque Élise révèle qu'elle est la PDG d'Éclat d'ébène, une femme noire née à Dakar, ayant gravi les échelons à force de talent et de résilience, un frisson d'admiration nous parcourt. En France, où l'on célèbre les figures comme Coco Chanel ou Yves Saint-Laurent, qui ont transformé leurs rêves en empire, Élise incarne cet esprit de détermination, mais avec une dimension supplémentaire, celle d'une femme qui a dû affronter non seulement les obstacles du métier, mais aussi ceux de la couleur de sa peau et de ses origines modestes. Son histoire résonne avec l'âme française, ce mélange d'élégance et de combativité, cette capacité à transformer l'adversité en or. Élise est une héroïne moderne, une femme qui, comme les grandes figures de la Résistance ou les artistes du Paris bohème, refuse de plier face à l'oppression. La vidéo capture cette grandeur à travers des plans rapprochés sur son regard brûlant, des ralentis sur ses gestes assurés, et une musique qui monte en crescendo,
faisant vibrer nos cœurs. Elle nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à la capacité de rester fidèle à ses valeurs, même dans la tempête. Cette histoire nous touche aussi parce qu'elle reflète une vérité universelle. La lutte pour la dignité est un combat de tous les jours. Les témoignages des clients, comme celui d'Amina, qui partage sa propre humiliation, nous rappellent que l'injustice n'est pas un incident isolé, mais une réalité que beaucoup vivent. La vidéo, avec ses images brutes et ses sous-titres poignants, donne une voix à ces invisibles, transformant leur douleur en un appel à l'action. En France, où l'on chérit l'idée de communauté des dîners entre amis aux manifestations dans les rues, cette histoire nous rappelle que notre silence face à l'injustice est une complicité. Les plans sur les clients, d'abord passifs, puis galvanisés par Élise, nous interpellent. Combien de fois avons-nous été ces spectateurs, hésitant à intervenir? Cette vidéo, par sa narration haletante, nous pousse à sortir de cette passivité, à devenir des acteurs de changement. Les leçons tirées de cette histoire sont des phares pour notre quotidien. La première est celle du courage. Élise aurait pu quitter la boutique en silence, comme tant d'entre nous le font face à une humiliation. Mais elle choisit de rester, de confronter Sophie, et de révéler sa vérité avec une dignité inébranlable. En France, où la politesse et l'évitement des conflits sont parfois des réflexes culturels, ce courage nous interpelle. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une remarque raciste dans un dîner? Combien de fois avons-nous laissé passer un commentaire sexiste au bureau par peur de faire des vagues? Élise nous enseigne que le courage n'est pas dans l'agressivité, mais dans la fermeté calme, dans le refus de laisser l'injustice prospérer. Nous pouvons appliquer cette leçon en défiant les préjugés dans nos cercles, corriger un ami qui fait une blague déplacée, soutenir un collègue marginalisé ou signaler une discrimination au travail. Être courageux, c'est oser dire non à l'injustice, même quand c'est inconfortable.